transformation énergétique, environnementale et sociétale des organisations. Nous accompagnons l'ensemble des acteurs afin de leur permettre de changer de trajectoire en construisant avec eux une économie qui crée et qui préserve plus qu'elle ne détruit. On va voir que c'est le sujet du jour aujourd'hui. Et j'ai l'honneur et la chance d'animer ce webinaire en tant qu'adhérent de Construction 21. J'ai aussi la chance de pouvoir animer en France la démarche de massification des rénovations à zéro énergie garantie, Energy Sprong. Sans plus attendre, on va présenter globalement le déroulé de ce webinaire ce matin. En introduction, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de couper vos micros et vos caméras, qu'on puisse avoir toutes et tous un webinaire qui se déroule parfaitement. Sur nos intervenants, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir réunir 4 beaux porteurs de projets qui vont nous présenter les innovations dont ils font preuve dans le thème de l'économie circulaire. On y reviendra et je leur laisserai la parole par la suite. Et vous représentez aussi un peu plus largement le cadre de ces Green Solution Awards, organisés par Construction 21 aujourd'hui, sur la diapositive suivante, dont on pourra rappeler que, au-delà de votre mobilisation en nombre, elles sont l'occasion de rencontrer des porteurs de projets qui sont candidats aux Green Solution Awards et de mettre en valeur un certain nombre d'initiatives intéressantes pour, en l'occurrence aujourd'hui, l'économie circulaire. Et c'est tant mieux, parce que finalement, aujourd'hui, on constate que le défi est de taille. Alors, cette première séance sur l'économie circulaire sera suivie de 4 autres séances sur les matériaux bio et géosourcés, la mobilité, le confort d'été et les îlots de chaleur, avec à chaque fois des parrains et un certain nombre d'innovations qui vous seront présentées. Donc, je vous invite d'ores et déjà à noter les dates dans vos agendas des prochains événements. Et bien évidemment aussi, on y reviendra en fin de présentation, à y participer si vous avez des projets ou innovations à apporter. Sur ces premières rencontres Green Solutions dédiées à l'économie circulaire sur la diapositive suivante, on va parler un petit peu plus de sujets liés justement à l'économie circulaire où, d'après le Circularity Gap Report récemment publié, on a un certain nombre d'enjeux avec que 7,2% de tous les matériaux aujourd'hui qui entrant dans l'économie qui sont circulaires, signifie que plus de 92% des matériaux sont soit gaspillés, soit perdus, soit ne peuvent être réutilisés pendant des années. Donc c'est bien dommage. Et pour ça, on a un certain nombre d'acteurs qui vont nous prouver qu'au quotidien, on peut mieux faire. On va voir avec des projets assez inspirants plusieurs initiatives exemplaires. Sur le volet énergétique, tout d'abord, en assistant à l'émergence de nombreuses innovations destinées à valoriser le bio-CO2 ou le CO2 biogénique issu de la méthanisation, dont Bastien va nous parler dans un premier temps au travers de l'AP, puis ensuite Yann sur des exemples concrets d'application. En second lieu, on parlera de la structuration dans le monde du bâtiment de l'économie circulaire avec des premières expérimentations intéressantes sur la faisabilité du réemploi d'éléments en béton par le PFL. Et donc, c'est Julie qui nous en parlera. Et puis, on terminera avec un tour d'horizon du côté isolation avec du réemploi et recyclage de laine de roche sur des initiatives portées par Recool. Voilà, donc ça c'est pour le tour d'horizon de ce qui va nous animer aujourd'hui. Je vais sans plus attendre passer la parole à Bastien qui va nous parler justement de ce qu'est le CO2 biogénique, des initiatives de GRDF en la matière. Bastien, la parole est à toi et merci de ta présence aujourd'hui. Merci Thibaut et merci à Construction 21 de m'avoir convié pour vous présenter ce sujet. Alors je m'excuse d'avance, j'ai un petit rhume. J'espère que ça ne sera pas trop inaudible par moment. Donc Bastien Prat, je suis à la direction de méthane de GRDF en charge de développement et d'activités d'innovation. Pour rappel, GRDF, c'est le principal distributeur de gaz naturel en France. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des appels à projets, de la démarche des appels à projets GRDF qu'on met en œuvre pour identifier des projets innovants, en prenant notamment l'exemple de la valorisation du CO2 biogénique, de la méthanisation. Alors là, il y a beaucoup de mots, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Il faut juste avoir en tête que GRDF, aujourd'hui, notre principale activité, c'est de distribuer le gaz vers les consommateurs finaux. On ne produit pas d'énergie, on n'achète pas, on ne vend pas d'énergie, mais pour nous, c'est très important, enfin c'est même capital, c'est la priorité de notre projet d'entreprise, de développer en fait les gaz renouvelables qui viendront se substituer au gaz naturel. Et à ce titre, aujourd'hui, le gaz renouvelable le plus mature, c'est le biométhane. C'est la même molécule que le méthane, donc c'est comme du gaz naturel, sauf que ce biométhane est fait par méthanisation. Et avant de vous introduire le bio-CD, je vais vous parler un petit peu de méthanisation. Sur la diapo suivante. Donc la méthanisation, vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être déjà vu également ces dômes qui ressemblent à des yourtes qu'on peut voir des fois sur le bord des routes.
c'est un principe de valorisation finalement des déchets organiques et de la biomasse résiduelle, comme du coup les résidus agricoles, les biodéchets des ménages, hein, donc tout ce qui est épluchures, etc. Les bouts de station d'épuration, donc les eaux usées, hein, ce qui va être produit à partir de l'épuration des eaux usées. Toutes ces matières organiques, finalement, aujourd'hui, on peut les valoriser. Alors, il y a différents modes de valorisation et la méthanisation en est un. C'est un mode qui est intéressant dans le sens où, avec la digestion qu'on peut avoir avec des bactéries, donc dans des cuves en l'absence d'oxygène, ces bactéries vont pouvoir produire à partir de ces matières organiques ce qu'on appelle du biogaz. Et le biogaz, c'est un gaz qui, une fois épuré, va permettre d'avoir du biométhane, qui est vraiment la même molécule que le méthane, gaz naturel, et qui va pouvoir être utilisé dans les divers usages que l'on connaît actuellement, hein, donc le chauffage, les usages industriels, etc. Donc le biogaz, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le petit focus, hein, sur la partie épuration du biogaz. Quand on sort des digesteurs de la méthanisation, on a un biogaz donc, qui est composé à quasiment à moitié-moitié, hein, de CO2, qu'on appelle bio-CO2, je vais vous expliquer pourquoi après, et de CH4 qu'on appelle bio-CH4, biométhane. Donc, l'étape d'épuration dans le processus de la méthanisation consiste en fait à séparer ces deux molécules pour injecter uniquement le biométhane dans le réseau, puisque c'est bien cette molécule qui nous intéresse pour les usages chaleur qu'il y a par la suite. Aujourd'hui, si on regarde la slide suivante, le bio-CO2, lorsqu'il est séparé du bio-CH4, il est émis à l'atmosphère. Alors, c'est pas très grave dans le sens où c'est du CO2 biogénique. Je vais vous expliquer après pourquoi du coup c'est pas grave. Mais on voit que du coup on se retrouve ici avec un produit quasiment pur, ce bio-CO2, qui n'est pas utilisé puisqu'il est vraiment séparé du bio-CH4. Alors, pourquoi c'est pas grave de rejeter ce bio-CO2 à l'atmosphère aujourd'hui? On dit bio-CO2 pour CO2 biogénique. C'est sur la diapo suivante. Pardon, je vais juste reprendre la diapo. Pardon. Alors, bon, c'est pas grave, je vais le faire dans l'autre sens. Diapo suivante, s'il vous plaît. Avant de vous parler du CO2 biogénique, juste un rappel sur l'état des lieux de la méthanisation en France qui injecte du biométhane. Il faut avoir en tête que c'est une filière récente, mais qui a eu une croissance très rapide ces dernières années. On voit que les premiers sites de méthanisation qui ont injecté du biométhane dans les réseaux sont mis en service en 2011, 2012, 2013. Donc après, on suit vraiment une croissance exponentielle. Et aujourd'hui, fin 2022, on est à plus de 500 sites qui injectent du biométhane. Et vous avez à droite, du coup, la carte. Vous voyez que c'est plutôt bien répandu sur tout le territoire, si ce n'est dans les zones montagneuses, évidemment. Et aujourd'hui, plus de 500 sites qui injectent du biométhane, ça représente plus de 2% de la consommation de gaz en France. Donc, c'est encore mineur, mais c'est pas insignifiant et la croissance est toujours sur une bonne dynamique. Sur la diapo suivante, voilà ce que je voulais vous expliquer, pardon, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Le CO2, bio-CO2, pourquoi on appelle le CO2 biogénique? En fait, le terme biogénique, ça veut juste dire que ça vient des organismes vivants, donc en l'occurrence ici de la biomasse. Et dans le cas du CO2, bio-CO2, donc CO2 biogénique, c'est pas néfaste de le rejeter lorsqu'on va séparer le CH4 du CO2 avant de mettre le CH4 dans le réseau, parce qu'en fait, il est neutre pour le climat, tout simplement parce que c'est le CO2 qui a été capté par les plantes durant leur croissance, qui est finalement réémis à ce stade. Donc, on est sur un cycle fermé, d'où la notion de neutre pour le climat, qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas lorsqu'on injecte du biométhane dans le réseau et qu'on a séparé le CO2 et qu'on le rejette à l'atmosphère avant, d'un point de vue climatique, ça n'a pas d'impact. Par contre, la diapo suivante, ce CO2, aujourd'hui, c'est un gaz qui existe en fait sur le marché industriel. C'est un gaz qui est utilisé dans divers domaines. Je vais vous en parler un petit peu après. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, lorsque je fais mon étape d'épuration du biogaz et que je me retrouve à rejeter quasiment que du CO2 en partie basse là, du schéma en dessous de l'épuration, finalement, ce CO2, je pourrais le récupérer et le valoriser sur du coup, ce marché du CO2 qui existe aujourd'hui.
Donc, il y a différentes voies, vous voyez, on pourrait le récupérer pour le valoriser sur des usages plutôt locaux ou voire in situ, ou voir le capter et le valoriser sur des usages plus classiques, donc via un transport par camion sous forme liquide. Donc sur la diapo d'après, je vais vous préciser un peu chaque élément de contexte à avoir sur le CO2. Donc premier point, aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on rejette ce CO2 biogénique au niveau de l'épuration du biogaz des sites de méthanisation. Quand on regarde le potentiel global de CO2 qui est rejeté, aujourd'hui, fin 2022, c'était 780 000 tonnes de CO2 qui étaient émis à ce niveau-là. Point 2, lorsqu'on regarde en parallèle le marché spécifique du CO2 en France, c'est-à-dire tous les usages aujourd'hui qui utilisent du CO2, donc c'est principalement l'industrie agroalimentaire pour 70%, donc pour faire de l'inertage dans les emballages, quand vous ouvrez un emballage, il y a de l'air qui sort, enfin il y a un petit peu d'air qui sort, c'est du CO2, on essaie d'éviter qu'il y ait de l'oxygène. C'est utilisé également dans les boissons gazeuses, énormément, pour faire de la neige carbonique pour le transport frigorifique, etc. Vous avez des usages aussi dans les serres pour accroître la croissance des plantes. Et puis, évidemment, vous avez des usages émergents qui, pour certains, vont concerner notamment le bâtiment, la maturation des bétons. Pour d'autres, on va avoir l'utilisation du CO2 pour faire des e-fuels, pour faire des précurseurs en chimie, cultiver des microalgues, de la méthanation, etc. Aujourd'hui, quand on regarde tous ces usages actuels et émergents, en France, ça fait à peu près 500 000 tonnes de CO2 qui est consommé. Donc, quand on regarde point 1 et point 2, on se rend bien compte qu'avec tout le CO2 qu'on a au niveau des unités de méthanisation qui seraient récupérables, on pourrait couvrir l'ensemble des besoins du marché français. À savoir également, c'est que le marché du CO2 aujourd'hui, tel qu'il est, il est assez volatile dans le sens où il y a des grosses distorsions sur les prix en fonction des saisons. Et même parfois ces distorsions sur les prix sont créées par des pénuries du fait que les sources de captation conventionnelle du CO2 se retrouvent des fois à l'arrêt. Donc le point 3, il précise qu'aujourd'hui, si on veut valoriser ce CO2 de la méthanisation, ce qui vient directement en tête, c'est de le faire directement sur les sites de méthanisation pour éviter d'avoir de liquéfier et de transporter le CO2. Ça, ce serait la façon la plus facile en termes de prix de le valoriser. Par contre, on se rend bien compte que comme si on veut adresser tout le marché du CO2 d'aujourd'hui, il va falloir, et c'est le point 4, aller traiter d'autres usages. Et pour ce faire, on va forcément passer par une étape de liquéfaction et de transport par camion. Et aujourd'hui, la valorisation sur des usages qu'on dit ex situ, pour le CO2, en tout cas de la méthanisation, on pourrait être compétitif si on arrive à minimiser quand même la distance de transport. Le point 5, et c'est le dernier point sur cette diapo, l'intérêt de valoriser ce CO2 biogénique, outre le fait de répondre à un besoin du marché, c'est évidemment d'apporter des gains économiques pour les unités de méthanisation et aussi environnementaux. Et pourquoi pas faire qu'à l'avenir, les unités de méthanisation permettent de stocker du carbone, puisque si on récupère ce CO2 et qu'on le valorise dans des usages qui stockent durablement ce CO2, par exemple la maturation des bétons, par exemple le séchage du bois, et ça va être Yann qui va vous présenter ça juste après, et ben on voit bien que la méthanisation contribuerait à stocker du carbone durablement. Et pour rappel, c'est aujourd'hui un scénario qui est très mis en avant par notamment le GIEC sur le besoin de devoir retirer du CO2 de l'atmosphère si on veut limiter le réchauffement de la planète. Sur la diapo suivante, avant de vous présenter la démarche des appels à projets, juste pour vous dire que sur le biométhane, GRDF, on a une R&D qui est construite autour de 5 axes. Je ne vais pas vous les balayer dans le détail, mais comme je l'ai rappelé, on ne va pas nous produire ou acheter ou vendre d'énergie. Donc, nous, on fait que raccorder les sites de méthanisation au réseau, et on encourage les producteurs, donc c'est surtout des agriculteurs, à se raccorder le plus possible. Et pour du coup pouvoir créer de l'innovation dans la filière de biométhane, nous, on va plutôt jouer un rôle d'émulateur, de catalyseur, finalement, en mobilisant un budget pour essayer de fédérer des acteurs autour de projets innovants, de mettre aussi en relation des acteurs qui peuvent être pertinents pour travailler ensemble.
Et c'est un rôle qui est assez particulier où on n'a pas la connaissance, mais on a les moyens et la motivation pour stimuler cette innovation dans la filière. Et justement, sur la diapo d'après, un des moyens principaux qu'on a pour stimuler l'innovation, c'est le mécanisme des appels à projets. Donc, c'est comme des consultations, sauf que c'est beaucoup plus ouvert. L'idée, c'est de préciser un besoin d'innovation sur une thématique particulière, de rédiger un cahier des charges en l'occurrence. On a une phase de candidature pour ces appels à projets ensuite qui est ouverte à tous et qui dure à peu près 2 mois. Et ensuite, on a une phase de définition des lauréats qui dure à peu près 1 mois. Donc en tout, on arrive à avoir un processus d'appel à projet qui se déroule à peu près sur 3 mois. L'objectif, c'est d'aller assez vite, tant sur le déroulé de l'appel à projet que sur après la mobilisation des aides qu'on peut apporter aux lauréats pour justement ne pas être un frein à l'innovation et permettre vraiment d'accélérer les projets qui nous semblent intéressants. Donc on a un site dédié justement à ces appels à projets et c'est ce mécanisme d'appel à projet qu'on a mis en œuvre justement pour identifier des innovations sur la valorisation de ce CO2 biogénique dont je viens de vous parler, qui permettrait d'apporter les bienfaits précédemment présentés. Diapo d'après. Donc sur l'appel à projet valorisation bio-CO2, en fait, on en a fait 6. On a fait des appels à projets régionaux. Parce que comme je vous l'ai dit, l'intérêt de valoriser ce bio-CO2, ce serait d'éviter des transports longue distance, d'une part pour les aspects environnementaux et d'autre part pour l'aspect compétitivité de ce CO2. Donc on a eu sur ces 6 appels à projets 51 candidatures, 23 lauréats et des dotations au total qui s'élèvent à 750 000 euros. Et en termes de nature des projets, c'est très équilibré et varié, hein. On a à la fois des projets qui se concentrent sur des études et des analyses, d'autres sur la maturation d'équipements ou technologies qui permettent de valoriser ce CO2, et d'autres qui portent vraiment sur des projets pilotes qui vont traiter sur toute la chaîne de la captation du CO2 jusqu'à son utilisation. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas d'autres diapos. Voilà ce qu'on a fait et je vais passer du coup la main à Yann, qui est un des Oui. lauréats de l'appel à projet GRDF. Je te remercie, Merci beaucoup, Bastien. Juste avant de prendre Yann et de pouvoir expliquer justement un exemple concret de lauréat de cet appel à projet, on a une petite question ou deux pour toi, si tu veux bien y répondre. La première de ces questions concerne un peu le potentiel estimé de production du biogaz en France, de savoir finalement au regard de la consommation énergétique totale, quel pourrait être l'intérêt du biogaz pour la France. Alors le potentiel, vous avez un scénario de l'ADEME qui se retrouve en ligne, hein, qui est 2050 vers 100% de gaz renouvelable. Donc à 2050, l'ADEME estime qu'on pourrait remplacer 100% de notre consommation de gaz par du gaz renouvelable. Et quand je dis gaz renouvelable, il y a différents gaz dedans. La partie biogaz, ça serait à peu près un tiers de cette consommation. Donc pour simplifier, le biogaz pourrait représenter un tiers de nos consommations de gaz à 2050. Et on estime que même d'ici 2030, on pourrait atteindre 20%. Ok, c'est Donc parfaitement il y clair. a un Merci gros beaucoup pour cette potentiel. Voilà. réponse. En chiffres, ça fait 130 TWh sur les 400 TWh qu'on consomme aujourd'hui. C'est très clair, merci beaucoup. Une autre question qui concerne plus le processus technique en tant que tel. Quel est le processus d'épuration du biogaz? Est-ce qu'il est énergivore? Et est-ce que chez GRDF, vous avez fait des analyses de cycle de vie, ACV, de différents scénarios d'exploitation et de valorisation? Alors sur la première question, le procédé d'épuration, effectivement, c'est un des postes de consommation d'énergie le plus important sur une unité de méthanisation. Ça va consommer à peu près la moitié de l'électricité totale qui est consommée sur un site. Il y a différentes technologies d'épuration du biogaz. La plus répandue en France, c'est l'épuration membranaire. Donc c'est en fait la séparation du CO2 et du CH4 en jouant sur la différence de taille des molécules. Et on va les mettre sous pression, on va les faire passer dans des espèces de spaghettis qui ont des petits trous sur les côtés. Et le CO2 va s'échapper par les petits trous et le CH4 va rester dans les spaghettis. Donc ça marche bien quand on met un peu sous pression. C'est pour ça que ça consomme un peu d'électricité. Il y a d'autres technologies d'épuration par adsorption, donc sur des médias filtrants, par absorption dans de l'eau ou des absorbants chimiques. Mais ça, et par cryogénie également. Mais ça, c'est des technos qui sont un peu moins répandus sur le marché français.
Après, en termes d'ACV, aujourd'hui, oui, il y a une ACV du biométhane, enfin, il y a 2 ACV. Il y a la première ACV de l'ADEME, en termes de bilan carbone qui, ne prend pas les émissions évitées et qui donne un bilan carbone de 44 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ensuite, il y a une ACV qui est complémentaire, qui a été faite par Enea et Cantis en 2017, qui compte les émissions évitées permises par la méthanisation et qui donne un bilan carbone de 23,4 grammes de CO2 par kilowattheure. Ensuite, sur les autres impacts environnementaux, puisqu'un ACV, ça représente, c'est pas que non plus les émissions de gaz à effet de serre. Il y a diverses ACV. Il y en a une de l'INRAE qui a été publiée récemment et qui montre que globalement, pour une exploitation agricole, le fait d'avoir une unité de méthanisation vient améliorer les impacts environnementaux. On rentre Super, pas trop dans merci le détail. beaucoup pour Voilà. pour ces précisions. Bastien, c'était parfaitement clair et merci de cette intervention. On va maintenant laisser la place à Yann qui va justement nous présenter en tant que lauréat de cet appel à projet que tu as présenté, Bastien, quelles innovations il a pu développer. Yann, la parole est à toi et je te laisse te présenter en quelques mots également. Merci. Merci Thibaut. Donc bonjour à tous, je m'appelle Yann Raoul, je suis président et fondateur de WEZ. Donc j'ai WEZ qui est une start-up technologique. Donc j'ai un parcours de plutôt multi-entrepreneur. Ça fait 20 ans que je fais de l'innovation. C'est la 5e société que je crée et que je développe. Euh, donc vous pouvez cliquer 2 fois sur parce qu'il y a une petite animation que je ne maîtrise pas. Voilà, puis la deuxième. Allez-y. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de notre technologie qui est effectivement une innovation qui porte sur le séchage du bois. Aujourd'hui, le séchage du bois de façon artificielle ou dit conventionnelle se fait à l'air. Il faut imaginer globalement un terrain de tennis ou un demi-terrain de tennis sur lequel vous avez un hangar, vous avez des grands ventilateurs qui propulsent de l'air chaud, qui est chauffé soit par chaudière, soit carrément avec des grille-pains. Donc on voit tout de suite la consommation énergétique que ça peut donner. On chauffe cette température intérieure, enfin cet air intérieur jusqu'à environ 50 degrés. Et lorsqu'on obtient un peu trop de vapeur d'eau, on ouvre les évents et on recommence jusqu'à obtenir un matériau bois séché de l'ordre de 15%. Donc, nous, qu'est-ce qu'on apporte dans cette solution traditionnelle ou conventionnelle? En fait, on s'est dit on pouvait utiliser du CO2. Première chose, donc du CO2, c'est un gaz qui est extrêmement intéressant pour ce process. D'une part parce qu'il a une capacité calorifique beaucoup plus intéressante que l'air, malheureusement, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de chaleur pour augmenter sa température, donc il monte plus vite en température, d'où son effet de gaz à effet de serre. Il a une viscosité par rapport à l'air beaucoup plus intéressante, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pénètre beaucoup mieux dans le bois. Deuxième argument. Et enfin, il est beaucoup plus caloporteur que l'air, c'est-à-dire qu'il transporte beaucoup mieux la chaleur. Donc tout ça fait que ce CO2 pénètre beaucoup mieux dans le bois. Et le deuxième effet qui nous intéresse beaucoup est le fait qu'en fait, l'effet Kiss-Cool, comme j'aime bien l'appeler, c'est qu'on a une substitution de l'eau liée par ce CO2. Dans le bois, de façon très, très courte, vous avez un millefeuille de polymères, notamment cellulose, hémicellulose, lignine, et vous avez de l'eau libre c'est pour ça qu'on voit des grumes qui sèchent en forêt, parce qu'en fait, cette eau libre s'évapore naturellement avec la température extérieure, s'il y a un équilibre hygrométrique. Et donc, on n'a pas trop besoin de la sécher. Par contre, vous avez de l'eau liée, qui est liée moléculairement au polymère. Et cette eau liée, en fait, il faut beaucoup d'énergie pour l'évaporer et donc pour sécher artificiellement ce bois, à l'air notamment. Avec ce CO2, nous, effectivement, comme vous l'avez compris, on sèche avec une performance bien plus intéressante, mais surtout, il y a une substitution de cette molécule d'eau liée par rapport aux liaisons hydroxyle des celluloses par cette molécule de CO2. Alors, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui rentrent en jeu, comme la dégradation de l'hémicellulose, mais j'en parlerai pas. En tout cas, retenez qu'effectivement, notre innovation est surtout basée sur le fait qu'on utilise du CO2 et notamment du CO2 biogénique dont je vais rentrer dans le détail, mais qui a été bien développé par Bastien tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a été retenu sur cet appel à projet de GRDF. Donc, 3 points importants. Un,
on a un process, et je vais y revenir, beaucoup plus performant que l'actuel pour sécher du bois. 2, on obtient un produit bois qui a des qualités techniques que je vais développer qui sont très intéressantes par rapport au séchage conventionnel. Et enfin, un dernier élément important, on a une séquestration du CO2 qu'on utilise, qu'on récupère, économie circulaire, de la méthanisation. Slide suivant, s'il vous plaît. La même chose, on peut aller au bout de l'animation. Parfait. Donc, 2 axes sur cette innovation technique. La première, une valorisation du matériau bois sur 3 grands critères. Une première qui est la durabilité accrue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce bois, une fois séché, a un vieillissement plus intéressant que l'actuel. Notamment, on aurait, alors tout ça je mets sous le conditionnel parce qu'on n'a pas encore en laboratoire agréé les résultats, mais on a déjà des essais en laboratoire qui ont démontré qu'on aurait besoin de moins lasuré. Par exemple, moins traiter ce bois. Par exemple, vous avez probablement des terrasses, une terrasse. Bon, chaque année, on est obligé de lasurer cette terrasse. Avec le séchage sous CO2, le bois aurait une durabilité plus intéressante. Deuxième intérêt, une stabilité. Donc ça, c'est très intéressant pour la construction. D'une part, dans le process, on a moins de déformation. Et ensuite, dans sa vie, ce matériau, le matériau bois, bouge, comme on dit, est moins vivant. Et donc, grâce à cette séquestration de CO2. Et donc, notamment, on est en train de regarder ça aussi en termes de mécanique et en termes de stabilité, l'intérêt pour la construction. Dernier point majeur, mais j'y reviendrai au tout dernier slide, la rapidité de séchage. Comme vous l'avez compris, on a une rapidité de séchage extrêmement intéressante par rapport au séchage actuel. Pour vous donner un exemple, on travaille avec un industriel du bois qui est le leader en parquet, en chêne massif, en bois massif. Sous séchage artificiel, aujourd'hui industriel, il sèche ses planches entre 22 et 24 jours. Nous, on sèche les mêmes planches en 2 jours. Donc forcément, on a en termes de logistique par rapport à l'industrie du bois quelque chose d'intéressant à exploiter. Je mettrai en exergue le fait aussi sur le bois qu'on est capable de sécher toutes les essences, toutes les essences, donc notamment les feuillus. Il faut savoir qu'en France, qui est par exemple la 4e forêt d'Europe, on sèche que 17% des feuillus sont séchés de façon artificielle. Donc ça veut dire que des essences qui aujourd'hui ne sont pas utilisées pour être valorisées de façon beaucoup plus intéressante. Donc il y a une gestion forestière aussi intéressante par rapport à ça. Et puis effectivement, cette amélioration technique du bois d'une façon un peu globale permet la démultiplication de ses applications. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, c'est la deuxième partie de cette innovation qui est extrêmement importante et qui est en lien directement à ce qu'a présenté Bastien, c'est la valorisation du CO2 que l'on récupère. Donc aujourd'hui, on a 2 axes. Un axe majeur qui est le CO2 biogénique récupéré de la méthanisation. Comme vous l'a expliqué Bastien, on a à peu près le même volume de CO2 biogénique que le biométhane qui est introduit dans le réseau de GRDF. Donc ça nous apporte une quantité de CO2 que l'on peut séquestrer ou utiliser dans notre séchage de façon très importante. Et la deuxième on va dire, source de CO2 qu'on veut utiliser, c'est bien sûr une récupération des fumées industrielles partout dans le monde. Donc ça, c'est intéressant aussi, sauf que ça passe forcément par une filtration, une épuration de ce CO2, de ces fumées, et probablement une liquéfaction. Donc c'est un brevet technologique, c'est les brevets technologiques qui sont connus et utilisés par des grands groupes. Et l'avantage de la méthanisation, c'est qu'on peut aujourd'hui utiliser ce CO2 et un peu partout, en France et le Navarre, et à l'international, bien sûr, à partir du moment où vous avez un méthaniseur. Donc là, on est sur une économie circulaire et locale, puisque dès qu'il y a un méthaniseur, dès qu'il y a un scieur et des forêts, on est capable aujourd'hui d'utiliser cette technologie. Les volumes en jeu sont considérables parce qu'en fait,
l'objet n'est pas forcément uniquement de séquestrer le CO2, comme vous l'avez compris, il est surtout aussi d'avoir une valorisation du matériau bois. Donc nous, économiquement, nous sommes une start-up techno, comme vous l'avez compris, donc on a un petit côté vénal aussi, on n'est pas que environnemental, donc on a vraiment une volonté aussi de démultiplier. Et ça nous permet d'avoir des volumes séquestrables conséquents qui sont aujourd'hui, par rapport aux solutions opérationnelles actuellement réunies, 8 fois supérieurs. Donc ça, c'est des grandes quantités. D'un point de vue économique, bien sûr, là, on est sur du certificat carbone, sur de l'économie circulaire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse, c'est-à-dire comment apporter cette solution, ce certificat carbone, par rapport à la quantité de séquestration de CO2. Donc ça, aujourd'hui, c'est en cours de démonstration en termes de quantification. On va jusqu'à des choses qui pourraient aller jusqu'à, suivant les essences, suivant le taux d'humidité initial, mais ça pourrait aller jusqu'à 250 kg de CO2 par mètre cube de bois séché. Donc ça pourrait être assez important. Enfin, aujourd'hui, par rapport à notre technologie, effectivement, on a déposé plusieurs brevets, dont le brevet initial qui a été publié en juin 2020 et qu'on a aujourd'hui divulgué sur plusieurs pays. Voilà pour ce slide. Donc, comme vous l'a rappelé Bastien, on utilise aujourd'hui, grâce à, on a fait une étude suite on a été lauréat de cet appel à projet. Nous avons, avec un partenaire Optimeta et le soutien de GRDF, fait une étude de faisabilité sur une unité de méthanisation en Seine-et-Marne, qui est une unité de moyenne taille, donc qui injecte à peu près 200 normomètres cubes de biométhane dans le réseau. On a, à travers cette étude de faisabilité, démontré effectivement qu'on était capable, de façon relativement simple et peu onéreuse, quand je dis peu onéreuse, c'est par rapport aux millions d'euros nécessaires pour une séquestration de CO2 et par exemple, si je prends la réinjection de CO2 dans les puits pétroliers en mer du Nord, on n'a rien à voir. On parle ici de quelques centaines de KE d'investissement. On est capable de récupérer ce CO2 qui sort d'une unité de méthanisation et de sécher nos bois sur cette unité de méthanisation en vue en partie d'une séquestration. Donc, d'après nos calculs, pour l'instant, on n'a fait que des calculs, on serait capable de séquestrer la moitié, par exemple, des émissions d'une unité de méthanisation. Le caractère aussi intéressant, c'est que on serait, pour lancer et développer notre technologie, on serait prêt à acheter ce CO2 biogénique aux agriculteurs qui ont ces unités de méthanisation. Et l'avantage, bien évidemment, c'est qu'en séquestrant une partie de ce CO2 biogénique, on permettrait à cette énergie renouvelable de présenter un bilan carbone négatif, ce qui serait tout de même une première mondiale là-dessus. Mais Bastien vous répondra mieux sur ce sujet que moi-même. Dernier slide, pour bien vous situer où on en est. En 2022, donc on a réalisé un prototype industriel. 2023, on souhaite, avec GRDF, mettre en place un démonstrateur sur l'unité de méthanisation. Donc là, on est TRL 9, c'est-à-dire qu'on a industrialisé le process. Donc là, à ce niveau-là, en 2022, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un prototype industriel qui a permis de démontrer une partie des qualités que je vous ai montrées en début d'exposé, qui sont sur des poutres Douglas, donc des charpentes, une très grande rapidité de séchage. Donc effectivement, alors oui, j'ai découvert quelque chose, c'est que les industriels aujourd'hui du bois ne sont pas du tout intéressés de descendre jusqu'à 0% d'humidité, qui était notre volonté initiale, parce qu'en fait, un bois nécessite aujourd'hui d'être séché jusqu'à de l'ordre de 15%, parce qu'en fait, il y a un équilibre hygrométrique entre ce bois et par exemple un appartement chauffé à 19 degrés. Donc, le bois ne bouge pas trop, donc c'est suffisant. Donc, notre exigence, nous, d'aller jusqu'à 0%, pour l'instant, on le met un peu plus tard et on verra ce que ça donnera. Par contre, pour avoir des qualités du bois qu'on cherche, il est fort probable qu'on soit très intéressé de descendre à 0% d'humidité. Chose très importante, très faible retrait de matière. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand vous séchez ce bois, en fait, il rétrécit. Donc ça, c'est vous avez besoin, par exemple, aujourd'hui, en première transformation, de 2 mètres cubes de bois pour 1 mètre cube in fine obtenu.
Donc, c'est une grande perte de matière. Donc, nous, ayant moins de retrait, on n'est pas obligé de faire de la surcote pour sécher ces bois et après les travailler. Enfin, dernier exemple qui a été fait sur notre essai, enfin sur notre prototype industriel, on a observé qu'il n'y a pas de déformation lors du séchage. Et deuxième chose très importante aussi, beaucoup moins de reprise d'humidité par rapport au standard, c'est-à-dire au séchage actuel. Ce qui veut dire, de façon simple, le bois, lorsqu'il est installé, il recapte de l'humidité, il gonfle, et ça crée des déformations qui sont extrêmement embêtantes. Et nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a très peu de reprise d'humidité, voire pas du tout si on est à 0% d'humidité. Voilà pour ma présentation. Je crois que c'est le dernier slide. Merci beaucoup Yann pour cette présentation parfaitement claire. Avant de passer à la présentation de Julie, on va prendre quelques questions. Notamment la première, c'était, même si Bastien y a répondu, savoir si les techniques de séchage présentées étaient compatibles avec les équipements de séchage existants ou si on devait renouveler le parc ou l'adapter. Et j'en profite pour demander à monsieur Jean-Luc Poitou s'il peut désactiver sa caméra. Merci. Ouais, Thibaut, je répondais pas à la question, pardon. Je répondais à une phrase de Yann, donc je laisse Yann répondre. Ce qu'on a, lors de l'étude de faisabilité qu'on a faite dans le cadre de cet appel à projet, on a démontré qu'effectivement, il y avait besoin pour une unité de méthanisation de déchets agricoles en injection. Les rejets aujourd'hui de CO2 sont parfaiement utilisables directement dans notre installation de séchage. Il y a un coût quand même j'allais dire, de tuyauterie, un petit peu de compresseur, de clapet, etc. Mais ça se chiffre en à peine 200 000 €. Donc, c'est vraiment extrêmement faible. Et il n'y a aucune innovation technologique, c'est juste du transfert. Donc, la réponse, c'est oui. Très bien. Une question, et puis je vois que monsieur Olivier Pistiot y avait répondu aussi, donc désolé d'avoir posé cette question. Ensuite, il y avait une question assez connexe qui était l'idée est bien d'installer les sites de séquestration à proximité des méthaniseurs. Qui devra faire l'investissement, l'agriculteur ou un autre porteur de projet? Excusez-moi, vous pouvez juste répéter la question? Je suis désolé. Oui, j'ai parlé un peu vite. Non, c'est moi qui ai été distrait. Savoir si ces installations devaient être installées à proximité des méthaniseurs pour en capter le CO2 et qui doit faire dans ce cas l'investissement? Quels sont les porteurs de projet finalement? Est-ce que c'est l'agriculteur? Est-ce que c'est un autre porteur de projet? Ok, très clair. En fait, aujourd'hui, c'est assez simple. Souvent, c'est des agriculteurs, en France en tout cas, c'est des terres agricoles. Donc, seul un agriculteur peut construire une plateforme et un hangar sur son terrain. Cependant, il le construit et après, il nous le loue en société d'exploitation. Et nous, on installe notre séchoir à côté ou dans son unité de méthanisation. C'est ce qui est envisagé aujourd'hui dans le 77 en Seine-et-Marne, en Île-de-France. C'est le plus simple, le plus efficace. Donc, c'est le bois qui vient à l'unité de méthanisation et qui est séché. Il faut savoir que le bois est beaucoup transporté entre sa première transformation et sa deuxième transformation. L'idée, c'est d'avoir un industriel du bois qui est à moins de 40 km d'unité de méthanisation. Je réponds aussi à une question où on pose souvent sur l'unité de méthanisation. A priori, sur un calcul qui a été présenté là, sur l'unité de méthanisation en Seine-et-Marne, on rajouterait un camion par semaine, ce qui est très, très faible par rapport à une unité de méthanisation aujourd'hui, donc en termes de circulation routière. Voilà. Merci beaucoup. Vous anticipez même les questions, c'est super. Merci Yann pour votre présentation. On va passer à celle de Julie désormais. Donc, merci beaucoup. Julie de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui nous vient donc de Suisse et qui va nous parler sur un sujet plus bâtiment, des opportunités de réemploi dans le monde de la construction. Julie, la parole est à toi. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup Thibaut pour l'introduction. Donc oui, je m'appelle Julie Deven, je suis ingénieure civile et actuellement aussi assistante scientifique à l'EPFL et plus particulièrement au laboratoire d'exploration structurale. Donc je vais vous présenter aujourd'hui notre projet de la passerelle RICRIT qui vise à revaloriser le béton scié. Donc le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde. Et comme nous le savons probablement tous, son effet sur l'environnement est largement discuté.
la production de 4 gigatonnes de ciment annuellement nécessaire à la production du béton est responsable pour environ 9% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, le béton représente environ 30% des déchets qui proviennent des constructions et des nouvelles constructions en Europe. Donc aujourd'hui, ce béton démoli est au mieux concassé, puis réutilisé dans des nouveaux mix à béton, où là, du ciment est à nouveau nécessaire. Par contre, ces démolitions arrivent souvent alors que la structure en béton est toujours en bon état. Donc, est-ce que ce ne serait pas possible de faire un peu mieux? Donc, une des stratégies qui est encore peu développée, c'est le réemploi d'éléments structuraux en béton. Donc, ça consiste à ne pas concasser le béton, mais à l'extraire du bâtiment, de la structure existante. Vous pouvez rester à la slide d'avant. Et de le transformer aussi peu que possible pour ensuite le réutiliser dans une nouvelle construction. Donc, le projet de la passerelle Recrit est né de cette volonté-là, de montrer qu'il était possible de valoriser autrement le béton en fin de vie. Donc, comme je l'ai dit, comme je ne l'ai pas encore dit, mais la passerelle a été initialement réalisée comme un prototype de recherche parce qu'elle démontre pour la toute première fois la possibilité de réemployer du béton non préfabriqué pour reconstruire une nouvelle structure porteuse. Oui, comme je l'ai dit, ce prototype a été réalisé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et par le laboratoire d'exploration structurale à Fribourg. Donc, la passerelle est constituée de 25 blocs de 1,20 m de large et assemblés sous la forme d'un arc précontraint. La forme d'arc permet de tirer meilleure partie de la meilleure propriété du béton, sa résistance à la compression. Et grâce à la précontrainte, l'arc reste comprimé, peu importe les charges qui s'y appliquent. Donc, tout d'abord, sur la slide suivante, on voit qu'un projet de transformation comprenant la démolition d'éléments en béton appropriés a été identifié à l'aide de l'entreprise Diamcoop. Les 25 blocs de béton ont été sciés directement par l'entreprise aux bonnes dimensions. Et leur faible taille a permis de les extraire et de les transporter simplement à l'extérieur du bâtiment. Et ensuite, chaque bloc a été perforé de manière à créer des ouvertures qui vont permettre le passage futur des câbles de précontrainte. Il n'y a aucune tolérance dimensionnelle pour le sciage qui ont été précisées à l'entreprise. Donc, comme on le voit sur le slide suivant, c'est des tolérances usuelles du secteur qui ont été appliquées. Donc, au niveau de dimension des blocs et de la position des forages, on peut avoir jusqu'à plus ou moins 27 mm de variation. Donc, avant l'assemblage, pour éviter de rencontrer des soucis à ce niveau-là, tous les blocs ont été mesurés et classés de manière à réduire les différences en deux blocs qui se retrouveraient côte à côte sur l'ouvrage final. Dans la slide suivante, on voit l'assemblage des blocs. Donc, chaque bloc a été mis en place sur un cintre en bois en faisant passer petit à petit le câble de précontrainte à travers les ouvertures forées. Pour absorber ces différences de dimensions dont je viens de parler, il y a des joints qui ont été prévus entre chaque bloc de béton. Et ces joints ont ensuite été remplis de mortier afin de garantir le contact entre chacun des blocs. Et finalement, les câbles de précontrainte ont été mis en tension par l'entreprise Freycinet et après ça, le cintre en bois a pu être démonté. Donc, pour concevoir des structures avec du matériau de réemploi, il y a plusieurs contraintes qui modifient un petit peu les phases de projet en comparé à un projet classique. Et pour le projet de réemploi, il y a la conception doit s'adapter à des inconnus sur le stock qui peuvent être au niveau de la disponibilité, des quantités, de la texture du béton lui-même ou également des performances mécaniques. Et les ingénieurs connaissent aujourd'hui suffisamment de méthodes, comme on voit sur la slide suivante, pour estimer de manière non destructive la capacité structurale du béton. Donc, comme par exemple en utilisant un scléromètre qui permet de déterminer la résistance à la compression
ou comme le fait l'entreprise Bridgeology sur l'image de droite, à l'aide d'un radar. Ça permet de déterminer l'enrobage, la position des armatures, mais également leur risque de corrosion. Donc ensuite, la performance de la passerelle a été comparée à celle de 4 autres solutions, comme on peut voir sur le slide suivant, voilà, avec une analyse de cycle de vie. Donc, ça a été comparé à 2 solutions en béton recyclé, une solution en acier et une solution en bois. Les résultats montrent que la passerelle Recrit permet de réduire d'environ 70% les émissions de gaz à effet de serre comparé à une solution équivalente en béton recyclé et un petit peu plus par rapport à une version en poutre en acier. Et par rapport à la version en poutre en bois, on se retrouve avec un impact pratiquement équivalent, juste un petit peu supérieur. Donc voilà, et ensuite, par la suite, en collaboration avec l'État du Valais, un site a été trouvé pour installer le prototype et le rendre accessible au public. Pour ce faire, il a fallu préparer donc, la passerelle à un usage permanent et à une exposition extérieure. Donc la première étape, ça a été de protéger le béton de l'eau. Donc chaque bloc de béton a été recouvert d'une imprégnation hydrophobe. Les joints ont été couverts par une bande d'étanchéité et les armatures sciées sur les tranches du béton ont été peintes avec une peinture anti-corrosion. Donc l'idée était aussi ici de conserver la texture un peu caractéristique du béton scié où on voit sur ses faces latérales les agrégats eux aussi sciés. Et la deuxième étape, ça a été de munir la passerelle d'un garde-corps. Il a aussi été conçu à partir de matériaux de réemploi locaux. Donc, les montants et la main courante ont été faits avec des tubes réutilisés d'anciennes structures de chapiteaux de cirque. Ils ont été sciés aux bonnes dimensions et pour la main courante, ils ont aussi été cintrés. Et puis, les grillages, eux, proviennent d'anciennes étagères industrielles et ils ont été découpés et pliés afin de leur donner leur rigidité et cette expressivité également. Donc, ensuite, tous ces éléments des garde-corps ont été assemblés, vissés ou boulonnés. Ça permet de pouvoir démonter le garde-corps facilement, de le réparer et même de le réutiliser sur mesure si besoin. Et donc, finalement, sur la slide suivante, on voit que la passerelle a été transportée en un bloc jusqu'à Comtet, dans le canton du Valais. Ensuite, elle a été levée au moyen d'une grue, toujours en un bloc, et elle a été mise en place à sa position. Elle y est maintenant depuis bientôt 1 an. Elle y reste pour un total de 2 ans. C'est une installation provisoire pendant la durée de travaux qui se passe sur une route adjacente. Et comme le montre son installation, on va pouvoir ensuite aussi la retirer et l'enlever en une pièce comme ça pour l'amener vers un nouveau site. Et un site, voilà, une installation permanente est maintenant en cours de planification sur un autre site que celui-ci. Et donc, pour conclure avec la dernière slide, l'une des clés du succès de ce projet a été la grande contribution des entreprises et des partenaires de l'industrie qui ont tous eu des rôles très variés et qui ont aussi tous été très ouverts à l'idée. Et donc, le réemploi de béton, ça permet aussi de créer une nouvelle chaîne de valeur où le scieur du béton, ici Diamcoupe, ne se retrouve plus seulement à la fin de vie du matériau, mais se retrouve également fournisseur. Et donc, au final, avec ce projet, on a pu démontrer qu'il était possible de réemployer des éléments en béton provenant de structures vouées à la démolition pour construire une nouvelle structure porteuse. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir notre site internet ou alors les vidéos de la construction et également de l'installation via les QR codes ci-dessous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. Avant de laisser la main après à François, on va te prendre peut-être encore 2 minutes de ton temps pour des petites questions. J'en profite pour demander à Madame Puchadez, si je prononce bien, s'il vous plaît, de désactiver sa caméra. Merci. La première des questions, c'est sur la garantie de durabilité, en particulier une question sur l'étanchéité, si je comprends bien.
que l'on peut obtenir avec ce type de procédé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un retour d'expérience ou est-ce que vous avez travaillé sur ces questions à l'EPFL? Oui, justement, alors, déjà, l'un des buts de cette passerelle qui reste un prototype, de recherche, le but aussi de son installation extérieure, c'est de regarder un peu comment elle évolue, comment le béton évolue, par rapport à sa durabilité. Parce que c'est vrai qu'on a pris, du béton qui provenait d'un bâtiment, donc qui était initialement à l'intérieur et maintenant on l'expose à l'extérieur. Donc, c'est un peu des choses qu'on est aussi en train de voir avec cette installation, voir comment ça évolue et on Ok, suit super. ce qui se passe. Merci. On va prendre juste une deuxième question et puis après on passera à la suite. On balayera les autres questions en fin de webinaire. Cette seconde question, c'est de savoir pourquoi la passerelle ne reste pas sur site de manière définitive. Je crois que tu as expliqué que c'était pour des travaux provisoires. Peut-être revenir un petit peu sur l'historique de ce besoin. Exactement, il y a des travaux qui se passent sur un pont, juste sur la route adjacente et les trottoirs de ce pont sont en train d'être faits et puis, du coup, la passerelle a été installée, comme démonstrateur aussi à côté, pour permettre le passage des piétons, pendant la durée des travaux. Et ensuite, quand les travaux seront finis, les piétons passeront par le pont existant et non plus par ce chemin qui est aussi un petit peu un détour. Donc, c'est pour ça qu'elle sera retirée. Et ensuite, elle sera installée normalement à un site définitif si tout se passe bien. Ok, super. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps et ta présentation. On se retrouve après pour les phases de questions-réponses. François, la présentation va être à toi. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Tu travailles chez Rockwool, tu es product owner. Je vais te laisser te présenter et puis surtout nous parler de cette belle innovation dont tu fais le témoignage aujourd'hui. Merci encore. Merci. Donc oui, bonjour à tous, je suis François Babou, je travaille pour la société Rockwool, donc fabricant d'isolants en laine de roche. On fabrique aujourd'hui en France, on a une usine qui est en Auvergne et on est totalement capable de recycler les matériaux d'isolation en laine de roche. On a choisi en fait un témoignage d'un chantier pour vous illustrer le service qu'on est capable de proposer aujourd'hui. Donc, on va parler en fait d'un bâtiment logistique, FM Logistique. C'est un grand bâtiment de 50 000 m² qui sert au stockage de matériaux et qui permet de livrer notamment les magasins Carrefour dans le sud-est de la France. Il y a eu une rénovation en toiture sur lequel il y a une grosse dépose d'isolant laine de roche. Je vais essayer, vous pouvez aller à la slide suivante. Merci. Ouais, donc en fait, sur cette toiture terrasse, on retrouve souvent le même procédé sur les bâtiments logistiques. C'est qu'on a un bâtiment métallique sur lequel on vient mettre un isolant. Donc là, en l'occurrence, c'est un isolant laine de roche. On vient mettre une membrane d'étanchéité ensuite. Et après, il peut y avoir au-dessus des équipements. Et là, en l'occurrence, en fait, la toiture a été rénovée et il a été installé des membranes photovoltaïques, donc qui permettent de produire de l'énergie aussi en toiture. Sur ce chantier, il y avait un isolant qui avait déjà été mis en place en épaisseur 80 mm, donc plus de 50 000 m². Ça représente plus de 4000 m³ d'isolant à récupérer. Et il faut savoir que ce chantier était à plus de 400 km de notre usine. Donc tout l'enjeu pour nous était de pouvoir récupérer ces isolants en pied de chantier et les amener à l'usine, mais en optimisant la logistique. Parce que c'était impensable de ramener directement des bennes dans notre usine, d'un point de vue transport, d'un point de vue carbone. Donc, il fallait pouvoir proposer une solution pour massifier, compacter avant d'expédier à notre usine. Donc, au total, la quantité récupérée, c'est 600 tonnes de laine de roche qu'on a pu complètement recycler. Il faut savoir que la laine de roche, c'est un isolant qui est fabriqué à partir de basalte. C'est notre matière première. On vient fondre le basalte, créer des fibres, et ensuite, à l'aide de ces fibres-là, on va pouvoir créer des panneaux qui sont plus ou moins denses. Pour des applications comme celles qu'on peut voir, il faut des panneaux plutôt denses parce qu'il faut être capable de pouvoir marcher sur la toiture, mais on a aussi d'autres applications dans le bâtiment, comme des produits en rouleau ou en panneaux assez légers, qui servent notamment à faire de l'isolation acoustique, par exemple, ou thermique. Donc là, sur ces panneaux-là, ils ont été déposés, comme je le disais. L'entreprise devait faire bien sûr un effort de tri
il y avait des bennes en pied de chantier qui étaient dédiées à la laine de roche. C'est possible d'aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Ouais. Donc en fait, vous pouvez voir ici, la palette qu'on voit, c'est l'ancien isolant pour le coup, qui avait été repalettisé par l'entreprise. Les isolants sont déposés dans les bennes et il y avait des rotations régulières des bennes avec un centre de tri qui était un centre de valorisation qui était à côté, qui s'appelle Valeur Sol, qui massifiait les produits et l'expédiait à l'usine. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est capable de recycler depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, on propose notre service Rockcycle. On le proposait principalement sur des chantiers neufs. On s'est engagé à récupérer tous les déchets que nos produits génèrent, donc que ce soit la laine de roche, les emballages plastiques lorsqu'on livre des nouveaux produits, et également les palettes qu'on va réutiliser. Donc on propose un service complet, mais c'est seulement depuis, on va dire, 1 an et demi qu'on a vraiment beaucoup de demandes en rénovation et en déconstruction sur lesquelles on dépose des anciens produits. Et là, on a rencontré d'autres difficultés qui sont, comme je l'expliquais, principalement logistiques. Pour amener ces produits à l'usine, on se rend compte qu'avec la nouvelle réglementation qui a été mise en place dans le bâtiment, la REP, la responsabilité élargie des producteurs, il y a aussi beaucoup plus d'entreprises qui cherchent à trouver des solutions de recyclage pour les matériaux. Et on s'est positionné, nous, en tant que Rockwool, en tant qu'exutoire. Donc là-dessus, vous pouvez passer, oui, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau timing, je suis bon. Oui, Oui, vas-y François, je t'en prie, si tu veux prendre quelques minutes pour la vidéo, on peut. Ouais, non, mais c'est pas forcément nécessaire de montrer la vidéo ici, vous aurez le lien et vous pourrez voir justement comment s'est déroulé le chantier, quelles ont été les contraintes pour l'entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir trier directement sur chantier, parce que sinon, c'est pas gérable, même en passant par un centre de valorisation. S'ils reçoivent des bennes en mélange, le tri n'est pas gérable pour eux. Donc, on a dû vraiment faire un gros travail de sensibilisation. Mais l'entreprise, qui était Soprema Entreprise, était très impliquée et d'ailleurs était vraiment moteur pour la revalorisation de ces produits. Et c'était tout ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup François. Avant qu'on passe à la suite, une ou deux petites questions pour toi, si tu veux bien nous y répondre. La première, c'était de savoir quelle était la durée de vie de l'ancienne laine de roche qui a été déposée. Oui. Alors là, pour ce chantier-là, je crois que la laine de roche avait 15 ans et elle avait dû être remplacée. En fait, ce n'était pas forcément dû à l'isolant en lui-même, il y avait un défaut sur l'étanchéité. Donc, pour le coup, il y avait des fuites dans le bâtiment. Et vu qu'il y avait des fuites, ils ont dû déposer l'ancienne étanchéité, l'ancien isolant. Mais sinon, la durée de vie d'un panneau isolant laine de roche, en fait, la laine de roche emprisonne de l'air. Donc, ça gardera toutes ses performances thermiques. Et on peut aller jusqu'à des durées de vie de 50 ans. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Et ça répond en fait pour partie sur ce projet-là à la deuxième question, qui est de savoir si une valorisation directe en réemploi est envisageable. Là, non, de ma compréhension, puisque l'isolant avait été dégradé par ce défaut d'étanchéité, mais en l'occurrence, peut-être sur d'autres projets. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette opportunité? Alors c'est envisageable. Aujourd'hui, on ne sait pas y répondre directement en termes de service. On voit qu'il y a de plus en plus de demandes sur le réemploi. Par contre, dans le monde de la construction, il y a un vrai problème aujourd'hui en termes d'évaluation et d'assurabilité. Il y a un cadre normatif assez strict dans la construction. Et aujourd'hui, on ne sait pas caractériser les matériaux de réemploi. Donc, qui va porter le marquage CE, qui va porter l'assurabilité du bâtiment pour des matériaux réemployés. Donc, on se pose aussi beaucoup de questions. On travaille sur ce sujet, mais on n'a pas de solution à proposer aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Et ça touche une autre des questions que l'on a eues, qui était celle de la performance intrinsèque de ces matériaux, et de savoir si, en ce qui concerne la résistance thermique de la laine de roche, sa performance restait constante, et si oui, pendant combien de temps? Oui, alors pour le coup, la performance reste vraiment constante parce que c'est vraiment le fait d'avoir des fibres et d'enfermer de l'air. Donc, c'est l'air qui va jouer le rôle de thermique. Et donc, il n'y aura pas de variation de la performance thermique dans le temps. C'est pas comme si on enfermait un gaz, par exemple, qui pouvait, lui, s'échapper dans le temps.
Ok, c'est très clair. Merci. On va bientôt passer à la phase de questions-réponses et merci François pour ton intervention. Merci. Mais avant cela, peut-être sur la diapositive suivante, on va pouvoir parler un petit peu au-delà des beaux projets prometteurs qui présentent différents avantages que vous avez pu les uns et les autres présenter et à qui on souhaite une longue et belle vie. Vous inciter à répondre et à participer vous aussi aux Green Solution Awards qui ont lieu jusqu'au 28 février 2023. Vous avez sur cette diapositive un peu les conditions qui sont présentées de façon globale. En 2021, ce sont 192 candidats issus de 25 pays qui ont été présentés et qui ont pu bénéficier de cette belle visibilité via ces Green Solutions Awards. Donc, bien évidemment, très content de votre participation. N'hésitez pas vous-même à être porteur de solutions. On aura grand plaisir à pouvoir les montrer à toutes et tous. On va passer désormais à la phase de questions-réponses et ensuite on conclura ce webinaire. Sur cette phase de questions-réponses, il y a quelques questions qu'on n'a pas forcément pu aborder jusqu'à présent, qu'on va pouvoir traiter à la suite. La première s'adresserait à Julie et elle consiste, au-delà de l'expérimentation de la passerelle RICRED qui était très intéressante, à comprendre quelles sont les opportunités de réemploi plus largement dans le secteur du BTP. Au-delà de cette expérience, est-ce que ces morceaux de béton on peut les réemployer dans des bâtiments, en construction neuve, en réhabilitation. Quels autres usages on peut imaginer et quels sont finalement les défis à relever pour les prochaines années et maximiser le réemploi dans la construction? Merci à toi, Julie. Merci pour cette question. Oui, en effet, c'est aussi un des axes de recherche qu'on est actuellement en train d'étudier. Donc, c'est effectivement d'essayer d'amener ce réemploi de béton à l'échelle du bâtiment. Donc, contrairement à ce qu'on a fait avec la passerelle, où c'était plutôt des petits blocs réutilisés en compression, là, on se retrouverait avec des éléments peut-être un peu plus grands, également, qui travailleraient également en flexion et donc pour lesquels la caractéristique des armatures serait également importante, ce qui n'était pas le cas ici dans le cas de la passerelle. Et donc, pour cette recherche, on a plusieurs axes, on va dire. On a déjà fait une étude un petit peu des précédents, donc de qu'est-ce qui était fait au niveau, qu'est-ce qui a été fait déjà au niveau du réemploi du béton dans le passé. Et voilà, donc une sorte de revue de tous les anciens projets. Ça comprenait surtout le béton préfabriqué. Et puis, le béton coulé sur place, ça commence un petit peu à évoluer, mais encore pas totalement à l'échelle de bâtiments. On travaille aussi sur l'évaluation des bâtiments qui vont être bientôt démolis, de manière à pouvoir caractériser le béton, les armatures, aussi au niveau de leur durabilité. Voilà, on essaye de proposer une sorte de procédure pour évaluer ces bâtiments et donc donner suffisamment d'informations pour ensuite pouvoir concevoir. Parce que comme dans le cas de la passerelle RICRED, les blocs qu'on a trouvés de béton, ça s'est fait un peu de manière opportuniste et maintenant l'idée ce serait aussi de créer un stock de béton de manière plus systématique. Et voilà, c'est une des questions. Puis ensuite, on travaille aussi finalement donc avec comment réassembler en fait ces blocs. On essaye de proposer des systèmes constructifs ou également des connexions des éléments directement en béton, en deux dalles, entre une dalle et un mur, etc. Ok, super, c'est très clair. Merci beaucoup, Julie, pour ces précisions. On va prendre une question pour la suite avant de revenir sur celle du chat pour Bastien, qui nous a présenté cet appel à projet, cette opportunité, et savoir finalement si elle sera à nouveau reconduite l'année prochaine ou en tout cas quels sont les prochains sujets qui seront accompagnés chez DGRDF sur ces questions de bio-CO2 ou d'autres. C'est une bonne question. Sur le bio-CO2, comme on l'a vu, il y a une grosse partie de la consommation du CO2 aujourd'hui en France qui est dans l'industrie agroalimentaire et notamment les boissons gazeuses. Donc cette année, on aimerait, on va lancer un appel à projet pour travailler avec des industriels de l'agroalimentaire pour essayer de lever les verrous à la valorisation de ce bio-CO2 vers leurs usages. Quand je parle de verrous, c'est tout ce qui est risque sanitaire, traçabilité, et cetera. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ce bio-CO2, il est issu de matières organiques, donc on peut notamment retrouver dedans du fumier, du lisier d'animaux. Et forcément, lorsqu'on met ça dans de la nourriture, il y a pas mal de questions qui se posent.
Voilà, donc on aura un appel à projet là-dessus qui concernera toujours le bio-CO2. Et puis après, on a d'autres appels à projet sur la méthanisation, voilà, qui sont un peu plus éloignés du monde du bâtiment, mais qui sont tout aussi intéressants. Super, merci pour ces perspectives encourageantes. Une question peut-être désormais pour Yann sur l'innovation qui a été présentée. C'est très intéressant de voir pour le séchage du bois qu'on a des belles perspectives. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres procédés industriels que vous visez avec ces innovations, ou est-ce qu'il y a des possibilités de l'étendre à d'autres filières, d'autres activités? Très bonne question. En fait, effectivement, mais on n'est pas assez avancé en termes de recherche et de développement. Mais à partir du moment où il y a interaction entre les polymères, et notamment par exemple la cellulose, l'hémicellulose et le CO2, c'est vrai qu'on pourrait étendre ça, par exemple, à du lin. Le lin j'ai découvert que c'était utilisé en composite pour l'aéronautique ou pour l'automobile. Et donc, on pourrait un peu s'interroger si, à un moment dans le process du séchage du lin, on ne pourrait pas utiliser cette atmosphère sur CO2. Effectivement, il y a d'autres, on réfléchit à des choses. Alors, dans la construction pure et dure, puisque c'est le sujet du jour, on discute avec Lafarge, le groupe Lafarge, qui forcément a un certain nombre d'émissions de CO2 et surtout s'intéresse à du béton de bois. Et le béton de bois, le principe, je le fais très simple. En gros, ils inertent des copeaux de bois dans du ciment et donc ça fait un béton à faible empreinte carbone. Comme vous l'avez compris, nous, si on peut enrichir les copeaux de bois par du CO2, eh ben, ça ferait un béton encore plus intéressant en termes de faible empreinte carbone. Pardon. Et en plus, les qualités techniques de ces copeaux, notamment, pourquoi pas, hydrofuge et un certain nombre d'interactions entre ce bois qui interagit avec le liant, pourrait être intéressant. Tout ça est en perspective. Mais effectivement, l'application en tout cas du matériau bois pour la construction, en bardage aussi, c'est intéressant s'il n'y a pas de reprise d'humidité. Il y a aussi un côté esthétique. Au toucher, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Par exemple, sur les parquets, les nœuds qui explosent comme des pop-corn quand vous chauffez à l'air, et ben là, ils restent presque glacés. Donc, même au toucher, c'est quelque chose d'intéressant. Bref, il faut cogiter, il y a beaucoup de choses, et puis après démontrer que ça peut être industrialisable. Tout à fait, la question du passage à l'échelle qui est assez dimensionnante. Merci beaucoup pour cette réponse et ces perspectives, Yann. On va prendre plusieurs questions sur le réemploi de la laine de roche pour toi, François, si tu veux bien nous rejoindre, avec une première question qui est est-ce que la laine de roche utilisée comme isolant pourrait être employée comme substrat de culture? Oui, enfin, c'est possible. Par contre, du coup, on perd complètement les propriétés thermiques, ça, c'est sûr. Mais en fait, il y a une filiale du groupe Rockwool qui s'appelle Grodan et qui permet justement de proposer des solutions de culture hors sol. Super, merci beaucoup. Et une autre question, plutôt sur le modèle économique aujourd'hui de ces laines de roche réemployées, c'est comment s'articule ce service de Rockcycle en termes économiques? Est-ce que c'est un service payant en coordination avec un prestataire de collecte de déchets local? Quel est l'intérêt économique comparé à une mise en décharge aujourd'hui? Oui, là, c'est un sujet quand même, compliqué parce que ça implique plein de choses, mais oui, c'est payant, de recycler, de la laine de roche. Si je prends l'exemple de ce chantier-là, en fait, la prestation, le enfin, le coût financier, c'était entre le centre de valorisation et l'entreprise de pose. En fait, aujourd'hui, lorsque l'entreprise ne recycle pas, elle va payer des coûts de rotation pour les bennes et un coût de traitement souvent, c'est un coût de mise en enfouissement pour les déchets, quand c'est des bennes en mélange. Au lieu de payer un coût de mise en enfouissement, là, ils ont dû payer un coût de traitement qui comprenait la massification des déchets, le compactage et le transport vers notre usine. Globalement, ce coût-là est inférieur au coût en enfouissement. Je dis globalement, pour ce chantier-là, c'était le cas, mais tout dépend de la distance, entre l'usine et le centre de tri. Mais bon, en tout cas, pour ce chantier-là, le coût de traitement est plus économique. Après, là où j'ai pas tous les éléments, il faut bien le prendre en compte, c'est qu'il y a un effort de tri qui est demandé par les entreprises et du coup, il y a un coût de main-d'œuvre pour pouvoir bien, trier les déchets sur chantier.
C'est très clair et puis, partons du principe qu'aujourd'hui on est sur une industrie émergente, hein, avec la structuration des filières, l'apprentissage, au sein de la main-d'œuvre, comme tu le mentionnais à l'instant. Ces coûts devraient de faire que, diminuer dans les années prochaines. Merci Exactement. beaucoup et justement une question assez connexe, c'est aujourd'hui de comprendre un peu l'état de l'art avec une question qui est: quel est le pourcentage de laine de roche recyclée issue des chantiers de démolition? Est-ce que tu as aujourd'hui une visibilité sur quelle est la part, réemployée ou réinjectée en recyclage? Oui, oui, on a une visibilité, mais pour le coup, elle est faible. Enfin, comme je disais, ça fait seulement 1 an et demi qu'on récupère de la laine issue de démolition ou vraiment de gros chantiers comme ça de rénovation et sur 2022, c'était de 1. OK et bien l'enjeu ce sera de passer de 1 à 10 et Ouais, puis, peut-être exactement, vers plus loin. c'est Super. ça. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais poser quelques questions désormais à Julie, si elle peut nous rejoindre, avec une question un peu similaire à celle que je t'ai posée tout à l'heure. C'était de savoir qu'est-ce que, est-ce que tu as pensé à remplacer les blocs de béton, par des matériaux innovants qui remplacent béton ou acier? Est-ce qu'aujourd'hui ce réemploi peut se faire au-delà de l'exemple, si je comprends bien la question, sur écrite du béton? Est-ce qu'il y a des réflexions, à l'EPFL en ce sens? Je suis pas sûre d'avoir compris exactement la question. Et finalement, savoir quels autres types de matériaux pourraient bénéficier un peu des mêmes principes que la passerelle Recrit qui réemploie du béton, mais enfin de ma compréhension. Mmh. N'hésitez pas à corriger dans le chat, si je me fais pas le bon traducteur de cette question. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu des réflexions, j'en sais rien, sur le bois, sur l'acier, sur, du plastique, d'autres polymères et cetera? Ou est-ce que ça fait partie des perspectives pour le PFL? Donc pour réemployer d'autres matériaux que le béton, Oui, c'est ça. sous la même forme que la passerelle Recrit, si je comprends bien? C'est ça, pour une passerelle ou pour d'autres usages dans le BTP en tout cas. Ouais. Ben, alors pour ma part, j'y ai pas, exactement réfléchi. Peut-être que pour le bois, il y aurait quelque chose en tout cas, à faire aussi, mais je m'y connais un peu moins qu'en béton, donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de connaissances là-dessus et puis pour l'instant, c'est pas vraiment dans nos axes de recherche. On essaye plutôt de réemployer le béton qui pour nous est, aussi le matériau qui est peut-être, un peu plus problématique actuellement et voilà. Je sais pas si Oui, ça travailler répond. avec les gisements existants. Ça répond à la question, merci. En commençons finalement de façon prioritaire avec, les grands gisements de matériaux, à disposition et toujours une question sur le béton puisque c'est ta spécialité. Est-ce qu'on peut, le recycler de façon infinie ou en tout cas, quel est le nombre de fois qu'on peut recycler le béton maximum? On a parlé des caractéristiques, relatives à l'étanchéité tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres, caractéristiques mécaniques ou particulières propres au béton qui se dégradent dans le temps? Ou sinon, comment est-ce qu'on peut envisager finalement de réemployer plusieurs fois ce béton? Alors, au niveau du recyclage, je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais juste que le béton est concassé et ensuite réutilisé comme agrégat dans le nouveau mix de béton et dans ces nouveaux mix de béton, on peut réutiliser, si je me trompe pas, jusqu'à 40 d'agrégats provenant de béton recyclé et j'imagine que, à partir de là, ensuite, je sais pas comment ça se passe pour recycler du béton recyclé, si je comprends cette première question. Et ensuite, au niveau du réemploi, en soit, d'éléments, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est en fait, tout va dépendre de la connexion aussi qui est fait entre l'élément de béton et le reste de la structure. Si cette liaison peut être, retirée facilement, ben, peut-être qu'on peut aussi imaginer, le réutiliser plusieurs fois. Après, tout dépend de la durabilité, mais aussi en général, quand le béton se situe à l'intérieur et pas en contact avec de l'eau, on n'a pas de problème de durabilité. Donc, si imaginons réemploie du béton qui était initialement à l'intérieur pour le réemployer à l'intérieur d'un autre bâtiment, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de dégradation, en tout cas due à ça. Après, tout dépend aussi de ce qui se passe pendant la durée de vie de la structure. Très bien, merci, de ces éléments de réponse. On va prendre une dernière question avant de conclure sur ce webinaire puisqu'on termine à 12:15. Je précise que toutes les questions que vous avez mis dans le chat et qu'on n'aura pas, pu traiter éventuellement feront l'objet d'une réponse par écrit, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, dans le chat. Avant de s'arrêter là pour ce webinaire aujourd'hui, peut-être une dernière question, pour toi François sur, l'ACV.
des produits Rockwool. Aujourd'hui, on a une part énergétique qui est assez importante dans le produit initial. Est-ce qu'on a fait l'ACV des produits en réemploi? Et si oui, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a fait, nous, des études. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur nos produits, on a des fiches de données environnementales et sanitaires. Et dedans, on va prendre en compte, en fait, la part, où est-ce qu'est émis, justement, le carbone. Chez nous, c'est principalement émis au niveau de la fabrication, donc dans les fours, et le transport a un impact assez faible. Par contre, pour ces projets de recyclage, comme je le disais, ce qu'on veut surtout pas, c'est faire venir directement des bennes directement à l'usine, parce que là, il y aurait un foisonnement énorme, vu que ce serait des panneaux. On sait qu'on n'occuperait pas 100% du volume. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, il y a un compactage au plus proche du chantier pour avoir le moins de transport possible et donc le moins de camions possible qui reviennent à l'usine. Mais c'est sûr qu'il y a en fait il y a un impact carbone, mais qui est favorable par rapport à la matière première. Notre matière première, comme je disais, c'est du basalte. Et il faut se dire que toute la matière qu'on récupère comme celle-ci, elle évite en fait d'extraire du basalte et de le transporter. Donc il y a un intérêt à recycler d'un point de vue ACV. Super, merci beaucoup François pour ces derniers éléments. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Aujourd'hui, c'était la première session qui s'adressait à l'économie circulaire dans le cadre des Green Solutions Awards. De prochaines sessions auront lieu dans les prochaines semaines et prochains mois. Je vous invite donc à y participer et elles permettront de rencontrer de nombreux candidats qui partagent avec vous leur vision, leurs solutions et leur retour d'expérience. Si vous êtes vous-même porteur de projet, comme je le rappelais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous manifester. Vous serez les bienvenus pour y participer. Je vous souhaite une excellente journée. Si Alexia, il y a des éléments que tu souhaites rajouter en clôture de ce webinaire, je te laisse la main. Merci beaucoup à toutes et à tous. Un grand merci.